Il est en début d'ouvrage. Oui, oui, oui. Du coup, c'est pour ça que... Non, non, fait partie des gens les plus modérés. Oui, je sais pas, en fait, je sais pas trop où le mettre, puis comme il fait partie d'aucun cycle, celui-là. Mais voilà, il fallait pas s'en priver quand même. Ah oui. Alors, on a aussi un ouvrage qui était uniquement pour les druides, qui était le premier manuel des poètes. Je n'ai pas fini de traduire. Ah oui, parce qu'il est intraduisible ce truc. Très difficile. Tu vas y arriver. Oui, j'espère bien. Eh ben. Mais ça donne vraiment, voilà, faut pas hésiter à les lire. On n'hésite pas. On a une connaissance quand même dedans qui est phénoménale, à savoir même souvent moi je râle parce qu'il y a des choses que je comprends pas, malheureusement parce qu'il manque des explications. Mais on parlera des gammes. Oui. Ça oui. Ah oui, les fameux. À la fin du livre de Logam, il y a une série de gammes bizarres. Ouais, mais on en reconnaîtra. Avec des vaches, avec des cochons, avec des... Ah ouais. Ah ouais. Donc voilà, c'est un peu, on a tout ça, mais... alors effectivement, moi je les ai mis dans les livres, je les ai mis par cycle en fait. Mais je pense qu'il faut pas lire tous les cycles les uns à la suite des autres. Il faut mieux panacher les cycles en fait. C'est plus digeste quand même. Un texte du cycle mythologique, un texte du cycle de Finn, un texte du cycle d'Ulster, voilà, ça permet quand même de... Sinon il se répète beaucoup. En même temps ça permet de... Oui, oui, oui. Puis n'hésitez pas, si vous les lisez, je mets toujours le gaélique à côté, c'est toujours assez sympa d'aller voir le gaélique, même si vous... C'est dur, mais c'est dur, mais c'est pas. Il y a des mots, souvent les mots un peu difficiles, je les mets en bas et on les repère dans le texte. Et c'est assez, il y a quand même pas mal de mots qui ressemblent au breton. Hein. Ah ouais. Donc, et puis dans les racines. Dans les parties de poésie. Oui, les racines. Dans les parties de poésie, on voit les allitérations, les correspondances, les assonances. La structure, oui, parce que il y a 7 degrés de poète, vous le savez, je pense, et chacun a son style d'écriture de poème, en fait. Donc, voilà. Normalement, si on avait le vrai savoir, rien qu'en lisant un poème, on pourrait savoir si c'est un druide de premier, deuxième, troisième, quatrième degré. Voilà. Quatrième, cinquième degré, on le repère facilement parce que c'est la mode, à partir du 3e siècle, c'est de rajouter des mots étrangers dedans. On dévoyait des mots latins, grecs ou hébreux, souvent mal orthographiés et mal déclinés, c'est 4e ou 5e degré. D'accord. Voilà, ça c'est typique. Mais sinon, est-ce qu'il y a des textes qui donnent les mètres spécifiques pour chaque grade? Est-ce qu'on peut trouver ça? Oui, dans le premier manuel des poètes, c'est en fait une description des grades avec les noms. Ah, ça, parce que ça c'est capital. Ça, c'est capital. Là, pour faire constituer bien, c'est fondé et sérieux, c'est extrêmement intéressant. Mais dans la majeure partie des textes irlandais, les plus grands druides, c'est les poètes. Hein. Parce que c'est les Olaf. Peut-être qu'ils sont écrits. Donc, et quelques magiciens, mais souvent ils sont poètes aussi. Oui. Ils sont toujours poètes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la littérature. Il y a beaucoup d'autres choses. Comme il disait, ça n'allait pas être intéressant. Il y a une chose qui est un peu frustrante, on en a parlé par internet justement. Parfois on a ce qu'on appelle des textes, on voit que c'est des textes hyper importants, ça va être des prières en particulier. Systématiquement, l'orthographe de ce passage est massacrée, ce qui fait que le texte n'est pas lisible. Il y a le fameux poème de Maury que j'ai quand même réussi à traduire, il n'avait jamais été traduit. J'en ai traduit les 3/4, il manque les versets de la fin, j'arrive vraiment pas. Ça commence par ô Dieu des druides. Ah oui. Au pluriel ou singulier? Au singulier, ô Dieu des druides. Et c'est un brouillage Pour moi, oui, parce que c'est systématique dans tous les textes, quelle que soit l'époque. Que ce soit dans le Levorg Valairen, dans le livre de Leinster, il y a un texte en particulier sur Luc qui se met à parler, c'est une rhétorique, elle est flinguée. Et dans des textes du 15e, 16e, c'est pareil. Donc je pense que c'est une volonté de masquer le texte par sans doute un espèce de cryptage. Oui. Pour pas que le petit moine con aille virer la page. Vous pouvez le bouquin. Seulement, on l'a pas, le cryptage. Ou alors c'est les moines qui réécrivent, qui les ont esquintés pour pas qu'on puisse les lire.
Bah, je pense pas, parce que ça coûterait. D'abord, le V1, faut pas oublier que ça coûtait une fortune. Oui, ils auraient aussi bien pu les... C'est un peu l'argument que tu m'as donné, et puis moi je t'ai répondu. C'est un des arguments possibles. En fait, s'ils voulaient les cacher complètement, ils les auraient pas écrits du tout. Non. Donc là, ils les écrivent de manière bizarre, D'accord. mais il y a sûrement une clé. Ou alors, ils les auraient, Par comme on contre, faisait cette au initiative Moyen-Âge, bah on oui. raclait. Tu prends les On raclait le texte. Oui, au raccourci. On gratte. Tu prends On les gratte, comme On l'orient, gratte en fait. sur le Elle V1, tient pas ça a sur été le fait. V1, donc, Ça fait longtemps. Ouais, Récupérer des écrits grâce à ça, oui, d'ailleurs. bah, ça m'empeste, oui. Tu disais qu'ils comprenaient déjà mal l'ancienne langue. Alors il y a fallait aussi, dire, il y a aussi ça, mais effectivement, ils font beaucoup de fautes d'orthographe quand ils recopient des textes qu'ils ne comprennent pas. Mais là, c'est fait exprès, quoi. Le passage d'avant, c'est pareil. C'est Ouais. Donc, on voit très nettement que tout d'un coup, il y a un mot sur 4 qu'on arrive à lire, tout le reste non. Ah ouais. T'as pas quelqu'un de sympa que tu connaîtrais dans le service du chiffre? Ouais, bon, déchiffrer. Déjà, il faudrait apprendre à un ordinateur le gaélique ancien avec les fautes d'orthographe. Ça pourrait être un service à rendre au service secret, parce que personne ne communiquera jamais avec ça. Ça ferait comme les Navarros. quand Comme ils les mettent Navarros, 40. voilà, c'est ça. Bah, c'est ça, Non, bah non, non. justement. Malheureusement, à cause des fautes. Ah bah oui, c'est ça. Parce que vraiment, surtout à partir du 14e, 15e siècle, ils écrivent quasiment en phonétique, les salopards. Donc, C'est pas facile. ouais, par exemple, une année, c'est Bliana. Alors, ça s'écrit B-L-I-A. Non, Bliadan, pardon. Bliadan. B-L-I-A-D-A-N. Ah bah, je l'ai vu avec un G à la place du D. Pareil, comme il ne se prononce pas, bon, c'est pas grave. Mais comme moi, je suis pas quelqu'un de l'oral, mais de l'écrit, quand je suis sur mon manuscrit en train de lire ce mot, qu'est-ce que c'est que ça veut dire ce mot, quoi. Et on est souvent piégé comme ça. Et ça, l'ordinateur ne pourra jamais Non, c'est vrai. le voir. C'est vrai. Ah. Et du coup, tu n'essayes pas de le lire à haute voix? Si, c'est le seul moyen. C'est comme ça que tu arrives. Dès qu'on a le son, on dit ah, on est gros con. Et puis on remet la bonne lettre. Mais c'est très courant qu'ils inversent, qu'ils changent des lettres. D'ailleurs, même au cours de l'histoire, le gaélique va évoluer dans sa façon d'écrire. Je prends Finn, ou Fienne, comme on prononce, Finn McCall. Au début, il va s'écrire F-I-2-N. Ensuite, on va voir F-I-N-D, parce qu'on prononce toujours Finn. Ensuite, F-I-O-2-N, puis F-I-O-N-D. C'est toujours le même. Et vous êtes un petit peu en réseau d'entraide entre Forçat du gaélique ancien. Non, bah non. Non, parce qu'en fait, il n'y en a pas. Pas beaucoup de traductions. Alors si quelquefois je demande à McManus Ouais. si certains trucs, puis il n'y arrive pas non plus. Donc, Ah ouais. voilà. Mais en tout cas, c'est des récits qui sont passionnants. Et, franchement, les gens, souvent on fait lire aux enfants l'Iliade et l'Odyssée, il faudrait lire les Gorgues et Valérien, c'est tout aussi passionnant. Ah oui. Oui, ça n'enlève rien à l'idée de l'Odyssée, mais ça vaut vraiment le coup. Oui. Quel est ton texte préféré pour qu'on en parle, toi qui en as traduit plein? La mort des enfants de lire. Le dernier poème, c'est un poème de l'âme, il est absolument sublime. Juste avant la fin, c'est la grande complainte de Fiona, il est magnifique ce texte. Mais j'aime bien l'auberge de la Derga aussi. Ah oui, je sais. Il est fantastique. Tu travailles avec quel texte? C'est des copies des textes originaux ou c'est Alors, déjà des éditions qui ont été faites Où je travaille avec déjà quand ils ont déjà édité les textes gaéliques. Alors effectivement il y a Stoke qui en a édité beaucoup, McAllister, Kuno Meyer. C'est eux qui vont éditer beaucoup de textes. Mais de temps en temps je m'amuse à aller dans le manuscrit puisqu'on les a tous en photo maintenant. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc à reprendre le manuscrit, parce qu'il y a des petites erreurs. Comment ça s'appelle Van Amel. Van Amel, oui. Alors le codex Van Amel, oui, c'est c'est hyper pratique pour connaître les manuscrits. Je ne sais pas si vous connaissez le site. Codex.Van Amel, vous tapez le titre d'un ouvrage, il va vous donner tous les manuscrits qui ont traité de cet ouvrage. Voilà, donc toutes les différentes copies. Effectivement, ça permet de savoir que, en plus de voir si on a une variante ou pas, et d'aller voir dans la variante s'il y a des différences ou pas. Et de détecter les erreurs. Du coup, en fait, tu serais peut-être presque obligé de regarder systématiquement les manuscrits. En fait. Même quand tu as une édition, même si Stock, etc., passe pour être très rigoureux. Mais... Stock, oui. J'ai jamais vu d'erreur chez Stock. Ah. McAllister, il y a eu. Ouais. Mais c'était plus ancien aussi. C'est ça. C'est intéressant. Et maintenant, tous les manuscrits irlandais sont en ligne.
Malheureusement, les manuscrits anglais, on les attend. Les Egerton, c'est toujours pas en ligne. Et celui de Rennes non plus. Là, ils veulent gagner la guerre. Hein. Parce qu'on a un manuscrit irlandais en Bretagne. Le Dinchens de Rennes. Ah oui. Il n'y en a pas une copie, il n'y en a pas une de traduction. Tu l'as traduit. Ah, j'ai traduit, oui. Mais j'ai dû me satisfaire du facsimilé de mauvaise qualité publié par l'Université de Rennes. Et pourquoi il est à Rennes? Alors, je ne sais pas pourquoi il est arrivé à Rennes. Il a dû être acheté. Non, mais c'est bien, il est en sécurité. Oui. Espérons-le. J'ai eu un manuscrit, mais ça n'a rien à voir avec les. Ils ont récupéré un manuscrit de Bède là, qu'ils ont acheté dernièrement. Et. Parce qu'il y a eu quelque part une mobilisation d'un certain nombre d'institutions pour les forcer à l'acheter, quoi. Après, ouais, ça serait intéressant de savoir comment il est arrivé là, celui-là, si c'est dû à... Ça va être une migration, je pense, une famille qui a dû migrer en Bretagne et puis qui a récupéré le je crois que c'est pareil pour les Anglais. Un fonds privé. C'est des fonds privés, oui. Pendant beaucoup de temps, il faut savoir que l'étude du gaélique, elle passionnait personne. Hein. C'est au 19e siècle qu'ils vont commencer à s'y intéresser, mais avant, les manuscrits circulaient, quoi. Alors, heureusement, les gens les conservaient. Mais, très intéressant. Parce que est-ce que la tradition orale, c'est un recours pour vous? Ou ça a trop évolué par rapport au texte? Alors malheureusement, les druides avaient raison, à partir du moment où il y a une tradition écrite, la tradition orale arrête. En grande partie. La tradition orale, elle se maintient beaucoup moins quand il y a une tradition écrite. Parce que c'est comme nous, hein, on se dit c'est écrit, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur. Ouais. Il y a quand même un gros fond populaire en Irlande. Est-ce que ça peut aider pour... Non, je pense pas. Non. Peut-être des petites choses, mais pas. Il y a certains thèmes mythologiques qui peuvent se retrouver. Oui, il ne va pas t'emmerder. Qui peuvent compléter des textes. Oui. Mais je sais que Valérie Redon, là, il est en train de travailler... sur les chansons, quelquefois, des choses comme ça, oui. Il a trouvé des textes légendaires qui complètent très bien. Le bouquin qu'il est en train de préparer là, il faut savoir qu'un texte irlandais, c'est toujours la même structure quasiment, hein. Surtout pour les textes anciens, c'est un texte en prose et la reprise du texte en prose en poème, dessous. Alors généralement, parce que quelquefois c'est l'inverse, mais généralement le poème est ancien. C'est le poème qui a été, c'est le poème du barde qui a été réécrit, quoi. Et ensuite ils vont créer la prose d'après le poème. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est marqué dans plusieurs textes. Pourquoi est-ce qu'il parlait en poème? Parce que c'est facile à retenir. Il le chantait. Donc il retenait, en fait. Quelquefois, vous avez quand même des poèmes qui font 40 pages. Hein. Et à force de les pratiquer, il les connaissait. De les recouper, est-ce que tu sens des clés pour les retrouver, quoi? On comprend la structure du poème, oui. La poésie gaélique est une poésie assez complexe. Hein. Elle est beaucoup plus complexe que la poésie latine. Parce que ça peut être, c'est pas juste sur la finale, mais c'est à l'intérieur des mots, et c'est des croisements, c'est vraiment des jeux qui peuvent être sur le vers du dessous, ou sur les 4 vers, il y a des reprises, etc. Donc ce sont des formes de poésie très compliquées qui se rapprocheraient un petit peu de la poésie skaldique. La poésie nordique est la plus complexe d'Europe. Voilà, c'est vraiment une poésie construite. Alors je dis que ce n'est pas toujours vrai, parce que quelquefois dans des textes plus récents, ils vont s'amuser à créer les poèmes depuis le texte en prose. Et ça se voit de suite que c'est un poème il n'a pas du tout la même maîtrise. Le texte, c'est pas un poème de Philly, c'est un poème de rimeur. Et il y a une époque où ça se termine? Alors les derniers manuscrits, c'est 18e siècle. Et il y a encore ce style? Oh, ils n'ont pas franchement intérêt, ces manuscrits-là. Ah oui. Non, il y a une perte d'intérêt quand même, parce que souvent, d'abord, ils ne font que reprendre les fonds anciens, et ils vont les légendariser à outrance.
on voit très nettement un texte du XVIe, XVIIe siècle, par exemple. Déjà, c'est du gaélique moderne, ça j'aime pas. C'est une horreur, mais enfin moderne, c'est du médiéval récent. Hein. Mais ils vont rajouter des détails de partout. Alors là, les épithètes, ils ont une promo. Si vous avez dans le texte d'origine, par exemple, il sortit son épée. Le texte du XVIe, XVIIe, et il sortit son magnifique épée d'argent avec une bordure. On a toute la description sur un paragraphe complet. Ça n'en finit pas. Donc c'est pas forcément des textes qui ont un intérêt, sauf si on n'a pas l'original. Ouais. Bon. Okay. Ouais. Mais sinon, il y a des descriptions à n'en plus finir. Tolkien à côté, c'est un rigolo. Et qu'est-ce qui t'anime à justement à aller toujours plus loin, à chercher avoir une connaissance. Ah ouais. Parce que je suis celte, hein, donc il avoir la connaissance de mon peuple quand même. Et c'est vrai qu'on... Et surtout, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on nous enseigne des bêtises. Moi, je suis un peu comme ça, dès qu'on m'enseigne une connerie, je vais voir à la source. Comme tout chercheur. Pareil, logique. Et mais tellement rare. Parce que justement, c'est vrai que les textes, enfin, aujourd'hui, c'est quand même un public qui touche beaucoup le druidisme. Enfin, c'est pas des sujets qu'on voit justement dans toutes les bibliothèques ou qui sont répandus en outrance. Et on peut se poser la question justement de qu'est-ce qui te... Du moment que j'anime, parce qu'il faut être animé pour passer des nuits que tu passes. C'est ça que je trouve un peu dommage. À l'école, on va parler de mythologie grecque, de mythologie latine, de mythologie égyptienne, et celle du pays allié juste à côté, on n'en parle jamais. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, à la rigueur, on va peut-être un peu parler du roi Arthur, oui. Encore, mais alors, de l'Irlande, jamais, comme si en fait, ce pays n'avait rien produit d'intéressant. Alors je pense qu'au niveau mythologie, c'est le pays qui a, enfin mythologie au niveau sens, pardon, au niveau tradition, c'est le pays qui a le plus produit. Et c'est pas une vision coloniale qui fait que... C'est surtout une ignorance, je pense. Il y a un mépris. Ouais. Parce que pourquoi ces textes ne sont pas traduits en français, quand même depuis le temps? Bah oui. C'est traduit en italien, c'est traduit en anglais, c'est traduit en espagnol. T'as pas besoin d'avoir ces textes-là pour aller pêcher le saumon en Irlande. Non, mais parce que je veux dire, pour la plupart des Français, l'Irlande, c'est le pays des vacances. Hein. Oui. Du whisky et puis de la musique dans les pubs, et point barre, quoi. Comme s'ils n'avaient pas derrière une histoire. Pas de culture, c'est ça. Voilà. Ouais, mais on a aussi institué le fonds gréco-romain dans les élites du siècle, et on ne sait pas en dire. Mais là, il n'y a pas d'intérêt. Les gens n'ont pas intérêt. Comme tu dis, si tu ne t'intéresses pas à l'histoire, t'imagines même pas d'ailleurs que beaucoup de choses peuvent se trouver dans un pays comme l'Irlande, qui est quand même un peu à part de l'Europe. Dans une Upanishad, on dit, pour aller sauver une montagne, il y a toujours plusieurs routes. En français, alors que les Allemands ont commencé beaucoup plus tôt à traduire des textes irlandais. Justement. Mais ceux qui font les druides qui ne connaissent pas ces textes, qui les ont pas, je pourrais leur dire. C'est l'intello. T'as vu le boulot que c'est pour traduire tout ça. Après, derrière, c'est un coup, ça. Je pense que c'est intéressant. Déjà, il n'y a pas un intérêt, mais qu'en plus, il faut investir dessus. C'est pas étonnant que ça reste à l'état de friche. Pardon. J'ai posé une question par rapport sur ce qu'il pensait du druidisme. Je veux revenir. Et il disait justement qu'il soutenait toute forme de spiritualité du moment où elle mène vers la vérité et qu'elle est sincère. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu pourrais dire à un druide qui ne connaît pas ou qui n'a même jamais lu ces textes? Et là il m'a répondu, d'où vient son savoir? D'où vient ta connaissance? Puisqu'en fait, la seule connaissance qu'on ait, c'est ces textes. Il y a un petit peu dans d'autres, mais c'est eux qui ont 95% de la connaissance sur le druidisme. Et ça, c'est beau, c'est fort ça. D'où vient ta connaissance? D'où l'intérêt de lire aussi. Après, il y a une tradition, effectivement, qui va se maintenir dans les différents groupes, mais c'est toujours intéressant. Enfin, moi, c'est aussi ma façon de penser. Moi, j'aime bien toujours aller voir à la source, aller voir l'original. Parce que souvent, une pensée, on connaissait le téléphone arabe, elle se déforme avec le temps. Tandis qu'à la source, elle reste comme elle est écrite. Et parce qu'on n'a plus cette puissance des druides de transmettre oralement. Eux arrivent à transmettre un savoir sans le modifier. Nous, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire l'expérience
vous lisez un poème de 24 ans, puis on voit ce que ça donne au bout d'un mois, déjà, ça peut être drôle. Et la littérature galloise, elle n'est pas si grande que ça. Tu plonges dedans? Non, d'abord, je ne connais pas le gallois. Mais c'est pas une littérature qui est importante au volume. Hein. C'est-à-dire que j'ai été voir ce qu'il y avait dans les grands textes, et il y a beaucoup de textes, c'est des vies de saints. La majeure partie des textes, d'ailleurs, c'est des vies de saints. Donc ils n'ont pas... Oui, puis enfin, ils ne sont pas intéressés à... Enfin, de manière marginale aux druides ou autres. Ils parlent d'abord, c'est très bardique, c'est la tradition bardique. Et puis ce sont des textes historiques comme sur les premières batailles et la conquête finalement, parce que eux, les Gallois, ils reculent devant l'invasion saxonne, hein, donc il y a toute cette littérature-là, et puis il y a... Si au niveau poésie, enfin, ils sont. Il y a trois grands livres de poésie, effectivement, qui ont été traduits contre moi, qui sont mais c'est en particulier. Pas le même. Il n'y a pas énormément de mythologie dans la tradition galloise. Il y a juste le cycle arthurien, quoi. Oui. Ouais, et puis des légendes locales. Voilà. Ouais. Oui, un peu dans les légendes de la mort en Bretagne, quoi. Ouais. Faut attendre. Comment on devient traducteur de textes irlandais? On apprend la langue. Mais du coup, ça a l'air facile quand on le voit. Où est-ce que tu as pu apprendre? L'irlandais? Ouais. Alors j'en ai fait un peu à la fac. Puis après j'ai continué à bosser par moi. Il y a des cours d'irlandais anciens? Oui, il y a des cours, oui. En France? Oui. Des cours d'irlandais anciens? Oui, bien sûr. En France peut-être pas, mais en Bretagne oui. C'est là que j'avais commencé à travailler. Puis après, il y a pas mal de manuels qui ont été écrits au début du 19e et au début du 20e. Et après, on va chercher dans des documents plus modernes. Il faut lire l'anglais parce que tout est en anglais. Oui, c'est en anglais. Mais voilà, il y a des... Effectivement. Entre le vieux gaélique et le gaélique médiéval qui se ressemblent franchement. Hein. C'est juste l'orthographe qui va changer. Mais voilà, il y a des bons bouquins pour apprendre. Ouais. Après le vieil irlandais, c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir énormément de personnes et puis après à le faire, et ensuite pour avoir essayé de nous confronter au gaélique, je comprends qu'on ait vraiment du mal à rentrer dedans, ne serait-ce déjà l'orthographe, les variantes orthographiques, t'en as parlé. T'as des mots quelquefois qui n'ont aucun rapport, mais alors on peut les trouver avec des formes différentes, mais en même temps ils ont aussi des variantes qui font que quelquefois c'est le même mot, quoi. Au niveau écrit, ou alors il va juste avoir une différence d'accent ou un truc comme ça. C'est un des gros problèmes, c'est parce que c'est une langue contextuelle. Et c'est que quelquefois je dis, dans des poèmes, je peux pas, même si je connais un mot, je ne peux pas le traduire, parce qu'il va y avoir tellement de sens possibles. Voilà. Je vous donne un exemple, fille feda au pluriel, ça veut dire une lettre de logame, un arbre, une branche, un bois. Quête, ça veut dire premier ou cent. Il faut avoir le courage de continuer ça, quoi. Parce que... et tous les mots sont comme ça. Il y a un sens assez important au mot fir, par exemple, ça veut dire des hommes, ou ça veut dire vérité. Mais du coup, ça ouvre de certaines possibilités aussi. Ouais. C'est pour ça que si on n'a pas le contexte, c'est très difficile de traduire, c'est même impossible. Et ça, c'est la particularité, évidemment, le gaélique n'a jamais, on voit très très clairement, ça n'a jamais été fait pour être écrit. C'est pas une... Enfin, ils adorent quand même se compliquer la vie, excuse-moi. Parce que il paraît en plus qu'ils ont fait une réforme orthographique pour simplifier. On voit la simplification, par exemple, le mot livre, lévor, donc en vieux gaélique ça s'écrit L-E-B-O-R. Donc le B se prononce V, donc l'édition lévor. En gaélique médiéval récent, donc orthographe modifiée, pour que ce soit beaucoup plus simple, c'est L-E-A-B-H-A-R. Ouais. Mais bon, sachant que le H remplace le point, lui, ça. Alors le punctum des lettres, oui. Le H est juste pour indiquer que la consonne est aspirée, ce qu'on appelle. Alors dans les manuscrits, ça va être parce que comme il fallait gagner de la place, au lieu de mettre un H, ils mettaient un point. Ou un espèce de zigouille, ça ressemble à un I. Il a de l'imagination quand même. Hein. Après, est-ce que dans les textes anciens, il y a
parce que je ne connais pas les différents dialectes gaéliques irlandais, hein, mais apparemment il n'y a pas toujours l'intercompréhension entre eux. Donc est-ce qu'il y a dans les anciens textes que l'aspect dialectal existe et qu'on peut à ce moment-là connaître plus ou moins l'origine du... Oui, on repère assez facilement, oui. Ouais. En particulier, il y a deux provinces qui sont assez typiques, c'est Ulster et Leinster. On reconnaît facilement leur style d'écriture. C'est une façon d'écrire, une façon de parler, parce qu'ils héritent du parler en fait. Hein. Mais il faut savoir que il n'y a pas un vocabulaire extrêmement énorme, quoi. C'est un vocabulaire de niveau, alors je parle pour les écrits anciens, mais on tourne autour de 800 000 mots, quoi. C'est un journal. Hein. Ils ne cherchent pas à faire de la littérature pour lettrer. Ils cherchent à faire de la littérature pour que tout le monde puisse le lire. Ah ouais, quand même. C'est leur souci. Ouais. Même dans la poésie bardique, parce que... la poésie, elle est un peu plus complexe. Bah voilà, oui, là, pour le coup, parce qu'il faut arriver à voir les rimes. Les poèmes, non, c'est plus difficile. Mais la prose, on peut la lire assez facilement. Oui, tu as dit des styles tout à l'heure du Leinster. Est-ce que c'était lié à des dialectes ou est-ce que c'était des écoles? Alors, il y avait des écoles. Il y avait des manières de s'exprimer. Il y avait des écoles de script déjà, on en connaît quelques-unes. Parce que généralement, ici, la plupart des textes ne sont pas signés, mais certains les ont signés. On connaît les O'Donovan, par exemple, en Ulster, qui ont été une des grandes écoles de scribes. Voilà, quelquefois, c'est des vraies écoles, en fait, qui vont surtout copier les manuscrits. Et quelquefois les traduire, c'est-à-dire les traduire du vieux gaélique au gaélique médiéval, par exemple. Et avec un style, alors? Et avec un style particulier qui est le leur, oui. Ok, d'accord. Et même un style d'écriture. Ils n'ont pas tous la même écriture. Et généralement, chaque province, alors c'est facile en gaélique, une province ça se dit 1/5, hein, parce qu'il y en avait 5. Ça ne va pas pour le mot. Coïquet, avec son style d'écriture. Et ses styles de compression des mots, vous savez, les manuscrits comme le Vélin coûtait la peau du cul, surtout du mouton d'ailleurs, mais ça coûtait très très cher. Donc du coup, ils inventaient tous des symboles pour compresser le texte. Donc chaque école a ses symboles en fait. Ah oui. Par exemple, l'école de Leinster, les AR, ça va être un A, ça ressemble à un U avec une barre d'ailleurs, et ils vont mettre un trait dessous, et avec un trait pour R, 2 traits pour 2 R, par exemple. Ils écrivent en stélo. En fait. C'est ça, exactement. C'est un système de stélo pour gagner de la place. Je me posais la question, l'espèce de set là, du Agus. Là. Ah oui. Est-ce que ça existe dans d'autres langues ou est-ce que c'est eux qui l'ont inventé? C'est typiquement irlandais, ouais, c'est Perluette. A priori, ce serait eux qui auraient inventé ça pour les manuscrits, pour justement gagner de la place. Ok. Parce que Ocus, Agus, c'est du moderne. Normalement, c'est OCUS. Et AGUS se prononce. Et ça se prononçait Ocus. Ocus. En Écosse. Ouais, Ocus, ils disent. Mais il y a plusieurs prononciations. Ouais. Ouais. Non, parce qu'il y a pas mal de en gaélique moderne, il y a beaucoup de A qui se prononcent O. C'était tellement simple d'écrire un O, mais non. C'est simple. Je vous dis, les VOR, L-O-B-O-R, en gaélique médiéval moderne, c'est B-H-A-R à la fin. Parce que le A final se prononcer O. Alors c'était beaucoup plus simple à lire, vraiment, en vieux gaélique. Ah ouais. Non mais... Et une des vraies difficultés du gaélique, en fait, c'est qu'à l'origine, le proto-irlandais, donc une langue, on a quelques écrits en ogam. Mais c'est souvent des noms, quoi. Ça s'arrête là. Mais c'est une langue qui est déclinante, comme la plupart des langues indo-européennes, avec une désinence à la fin. Donc, comme en latin, de blust, rosa, il y a des désinences en proto-gaélique. Mais ils vont avoir l'idée géniale, lorsqu'ils vont passer au vieux gaélique, de faire ce que toutes les langues modernes ont fait, de supprimer les désinences. Seulement, ils n'ont pas l'idée de supprimer les déclinaisons. Donc, du coup, ils vont décliner, vu qu'ils n'ont plus de désinence, ça va décliner dans le mot. Et c'est ça la grande difficulté du gaélique, en fait. Bon, pour ogam, vous prenez ça à la française, un ogam au nominatif, au génitif ou au pluriel, c'est le même mot d'ailleurs, c'est O-G-A-I-M. On va décliner sur le A de la dernière syllabe. Mais il est décliné. Oui. On le décline, mais pas à la fin. Il n'y a pas de désinence, c'est dans le mot qu'on va décliner. C'est à l'intérieur du mot. Voilà. Et quand c'est des mots composés, on décline tous les mots.
Il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Et Ochet, par exemple, E-O-C-H-A-I-D, c'est un prénom. Hein. Son génitif, c'est Echach. E-C-H-A-C-H. Le mot est complètement chamboulé. Il y a un vocatif aussi quand tu t'adresses aux gens. Alors non, il n'y a pas de vocatif, ils mettent juste le possessif général. A. Ah ouais? Oui. Pourtant, les Écossais, par exemple, Duncan en anglais, c'est Dunr. Ah oui, mais si tu t'adresses à lui, tu l'appelles, c'est Khumri. Ça a beaucoup de rapports entre les deux. Oui, parce qu'ils ont dû garder donc, le cas. il figure le mot aussi. Et puis, comme la première consonne va muter, donc elle se prononce plus pareil, et après, il rajoute la désinence. Finalement, et en latin, quand tu es obligé de traduire 5 ou 6 lignes pour avoir la chute. Oui, alors parce que le verbe est à la fin, pour savoir de quoi il retourne. Le gallique, c'est l'inverse. Le verbe est toujours au début de la phrase. Ce qui n'est pas mieux, hein. Parce que vous avez le verbe, et après, il y a le reste. Ouais. Et après. Donc c'est pareil. Finalement, le nombre de textes qui a été traduit, là, il y a énormément de connaissances qui ont été écrites, qui ont été transmises. Ben oui. Oui. Ah oui, tout à fait. Pas tout, quand on écoute des historiens qui nous disent en fait on connaît rien de la culture celtique. Oui, parce qu'ils n'ont pas lu les textes. Et puis qu'ils n'ont pas été traduits très tôt. Non. Je suis persuadé qu'il y a des textes qui ont été traduits. Et qu'on n'a pas été les meilleurs, parce que les Allemands commençaient avant. Et finalement, ça veut dire qu'on a quasiment toute la tradition qui a été transmise. Non, je pense pas. Les choses ne sont pas étranges. Je pense que les hauts degrés de druides, on ne saura jamais. Et puis, même, il y a encore une autre difficulté, c'est que tu vas traduire, ça va te dire ça, mais ça va pas te donner forcément le sens et ce à quoi ça correspond dans l'esprit. Parce que traduire littéralement quelquefois, ça ne veut rien dire. Tu ne vas pas comprendre de quoi ça parle et surtout à quoi ça fait allusion et à quoi c'est corrélé. Quoi. Alors quand même, on a la traduction, on a le contexte historique. Peut-être que justement, c'est la partie de son travail, ça c'est peut-être la partie du nôtre aujourd'hui aussi. Bah oui, mais quelquefois, un texte qui va paraître ésotérique parce qu'on ne comprend pas trop ce qu'il est écrit, dans un autre texte on va avoir l'explication. C'est ça. Ouais. Il y a des glosses et des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des illustrations? Parce qu'un dessin vaut 1000 mots, excuse-moi, est-ce qu'on peut retrouver par rapport à une illustration? Dans les manuscrits, il n'y a pas d'illustration, à part les jolies lettrines. À part les lettrines, c'est tout. Il n'y a absolument rien. Mais dans celui d'Ogam, là, il n'y a pas des... De l'Ogam. Ouais. Ogam, c'est le système d'écriture. Oui, mais je sais plus comment... J'ai pas son nom. C'est pas le nom des lettres, ça se dit phi. Non mais il y en a un où c'est sur le... J'ai plus le nom, celui où il y a tous les types d'Ogam qui sont dedans, il y a quand même pas mal de dessins ou trucs comme ça, non? Ah oui, mais c'est parce que c'est les Ogam cryptés. C'est la fin du livre de Balimote, ça. Ce sont les dernières pages du manuscrit de Balimote. Mais c'est pas des dessins, c'est des... C'est une écriture. C'est une recension de différentes formes de gamme. Effectivement, il y en a qui sont circulaires, donc il va y avoir des grands développements, etc. Mais c'est pas des dessins. Il n'y a pas de... C'est quoi, Et du coup, l'hypothèse que j'avais fait l'autre jour de voir avec les systèmes de cryptage de gamme. Mais il faudrait que tu comprennes les systèmes de cryptage avec les vaches et les cochons. Oui, mais sans même parler de cela, ceux où les lettres sont déplacées d'un, deux fois. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'appliquer ça aux mots que tu n'arrives pas à traduire? Le problème, c'est qu'il y a 93 modèles. Oui, mais ils ne sont pas tous scriptés. Plus les cochons, plus les vaches. Oui. Enfin, ça, on ne peut pas bien tous scriptés. Il n'y en a qu'une partie qui décale. Oui, c'est vrai. Et du coup, essayer d'appliquer ces systèmes-là. Il faut essayer de mettre tout ça, rentrer ça dans l'ordinateur, puis faire des tests si on peut arriver à quelque chose. Parce que s'il y a eu un cryptage et qu'on pouvait retrouver le système dans les OGAM, ça serait génial. Connaissant un tout petit peu les Irlandais et les Celtes en général. Ils sont trop tordus pour rappeler ça. C'est ça le système César, il faut lui trouver quelque chose de bien plus efficace. Ouais. Mais bon, ça vaudrait peut-être le coup d'essayer sur un big texte quand même. Essayer, Fascinant. Le dialogue des deux sages, tu penses le revoir la traduction par exemple qu'en a fait Guyon Var? Je l'ai fait. Tu l'as fait? Ah ouais, d'accord, parce que là...
Alors, il est difficile à traduire, il faut reconnaître. Ben justement, ouais, non, mais c'est pas ça en cause, mais c'est que. C'est ça comme s'il avait fait un papier. C'est un texte qui m'a toujours fait rire parce que Guyon Var, que j'adore, avait dit qu'il n'existait aucun texte en langue sacrée, parce que pendant un moment, il a fantasmé sur une langue sacrée. Et dans sa fameuse traduction du dialogue des deux sages, il dit d'abord une chose, oui, c'était compliqué, et cela nous oblige à formuler le postulat d'une langue sacrée. Donc, il a emmerdé tout le monde en disant qu'on ne pouvait pas faire de druidisme parce qu'il y avait une langue sacrée. Et là, il avoue carrément dans son truc que c'est un postulat. Donc, un postulat est indémontrable. Un postulat, c'est une affirmation gratuite. Donc, la fameuse théorie de Guyon Var, pour faire chier tout le monde, en fait, est basée sur un postulat. Et ensuite, il dit que de toute façon, à un moment, parce qu'il faut quand même savoir d'où il vient, la langue sacrée a disparu. Là, subitement, il découvre un texte en langue sacrée. Pendant un moment, la langue sacrée, avant de devenir un postulat, devient le gaulois. Et le gaulois ayant disparu, on ne peut pas le traduire. Il est spécialiste du vieil irlandais. Le gaulois se parlait en Gaule. On parlait brittonique en Bretagne et irlandais en Irlande. Donc, ce que le gaulois disparaisse, c'est malheureux pour la Gaule. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le druidisme disparaît avec le gaulois. Non, voilà. Donc, combien de fois il mange son chapeau? Non, mais pas mal de fois. Parce qu'en plus, le gaulois, c'est même pas c'est une langue de type P, le gaélique, c'est une langue de type Q, c'est des langues de type différent. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est la langue sacrée. Non. Et on ne sait pas si la langue sacrée, c'est un niveau d'une langue, d'un système linguistique, ou bien c'est une langue complètement différente, parce que peut rentrer, c'est le... Ah bah oui, mais il y a eu des théories comme ça, notamment sur ce qui est écrit en Ogham, et notamment ce que pourrait être le picte, qui devient une langue non indo-européenne chez certains chercheurs. Vous savez que le léponte, on a enseigné en France jusque dans les années 80, 90, et même toujours certains, que c'est pas une langue indo-européenne. C'est juste du proto-gaulois. Moi, je viens d'un coin du sud de la Drôme où on transforme les L en R par rapport au provençal. Oh, ça, donc, par exemple, Loussoulet, c'est Loussouret. Voilà. Est-ce que c'est si important que ça de mettre des C à la place des P, quoi? Jusqu'à en faire deux systèmes de langue. Ah oui, non, parce qu'en fait, le que, le peu, ça remplace une lettre du proto-indo-européen qu'on aime tous, qui s'appelle la labiovélaire. Sourde, c'est imprononçable, et qui va disparaître complètement du système des langues autres. Il n'y a que la labiovélaire voisée, le fameux GW, qui va rester dans les langues celtes. Elle va disparaître du gaélique, elle va rester dans les langues britanniques. On a toujours le go. Et en fait, cette lettre va se transformer tantôt en que, tantôt en peu. Un exemple facile, 5 en gaulois c'est PNP, voilà, et 5 en latin c'est quinta, en gaélique, quick. On est exactement sur les mêmes mots, c'est juste une évolution voilà, de cette fameuse labiovélaire qui va se transformer de temps en temps en le gaulois type P, 5 c'est PNP, le celtibère type Q, 5 c'est quenque. C'est exactement le même mot. Ah, ouais. Voilà, c'est juste ça. C'est juste Et généralement, les langues de type Q, comme dit mon prof, sont plus anciennes que les langues de type P. Mais mnémotechnique, il faut un Q pour faire des P. Oui, je le C'est vrai qu'il y a des vocables qui n'existent pas dans d'autres langues. En génois, il y a des vocables qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, qui part du fond de la gorge, c'est pas une lettre, ça. Ah oui, il y a des sons. Il y a des sons. En gaélique, il y a beaucoup de sons qui ne sont pas des sons du tout qu'on a dans les langues ni britanniques ni latines. C'est pour ça qu'on ne comprend pas qu'il écrit des latins.
Et actuellement, il reste beaucoup de locuteurs naturels du gaélique d'Irlande. C'est en train de baisser malheureusement, je voyais les chiffres, mais plus de 300 000. C'est un peu comme en Bretagne. Plus de 300 000. Et à Gênes. Il y en a beaucoup moins qui parlent génois. Non, mais parce que c'est normalement la langue nationale et officielle de l'Irlande. Ah, c'est la langue officielle. Ouais. Génois, c'est donc, mais pas parlé. Hein? C'est une langue pas parlé. Oui, non, mais ils sont en train de elle a un statut, mais ça ne la protège pas. Ils sont en train de vouloir faire comme on fait les Gallois, de le remettre l'enseignement à l'école. Ce qu'il avait supprimé. Ouais. Au début de la République d'Irlande, ça a été. Ah oui, c'est très important, oui. Et voilà, donc le prof. Si vous savez. C'était l'écriture musicale de cette époque. Je passe de l'image à la musique. On n'en a jamais vu. Il n'y a rien. Non. Même la fameuse écriture qu'on appelle chironomique, là, non, on n'a pas trouvé sur les manuscrits de partition. C'est dommage d'ailleurs. Ouais, c'est dommage. Ça aurait été intéressant. Ouais, j'ai le courage. Je vais te poser une question de taquin, moi. J'espère que certains ne tomberont pas de l'œil, mais est-ce que la religion des Celtes, Oh, je me sens pas bien. était une religion dogmatique ou adogmatique, d'après les sources? Ça dépend ce qu'on appelle un dogme. Merci. Il y a une réponse en gréco, opinion, en dogma, mais ça oui. Je pense que toute religion est forcément dogmatique, puisqu'elle a des définitions de base qui vont la structurer. Elle peut être que dogmatique. Sinon, c'est plus une religion, c'est une pensée libre. Ça part dans tous les sens. Oui, néo-druidisme, oui. Voilà. C'est ça. Une pensée libre. Ouais. Voilà. C'est clair, ça, au moins. Ouais, c'est bien d'avoir l'avis en dehors même du druidisme. C'est ce que dit Platon. Déjà, Platon dit une philosophie sans règle n'est pas une philosophie. Bravo. Parler de philosophie, c'est pas une pensée libre. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde avait la même. Elle a quand même une structure. Mais qui portait le même nom, mais qui devait varier suivant les régions et les peuples. Et les ethnies, c'est tout. Les Ligures n'avaient pas la même que les Bretons, qui n'avaient pas la même que les Ilves. Oui, mais chacune avait sa structure. Les pauvres Ligures, on ne les connaît pas bien. Un peu. Ils ont influencé en fait les Lépontes sur. Un peu. En particulier sur la forme patronymique du Léponte, elle vient du le mot pala, pardon, de la langue ligure vient de la langue léponte vient du ligure. Ça veut dire pierre tombale. Comme c'était pas une pratique celte, c'est eux sans doute qui leur ont donné l'idée. Donc vous voyez, la langue on la connaît pas, on ne sait pas la déchiffrer du tout, malheureusement. Et on en a des éléments de cette langue? Ah oui, on a des écrits, ouais. Comme du camunique, on a aussi des éléments de camunique, mais vu que c'est pas une langue indo-européenne, on n'a aucune source d'attaque. Comme l'étrusque, quoi, c'est ça. L'étrusque, on connaît un peu mieux maintenant. En Italie, ou on en a aussi dans le sud-est? Les Ligures, ils étaient aussi en Italie. Les camuniques, ils sont vers Venise. Enfin, ils étaient vers Venise. Les Ligures, c'était tout le sud à un moment donné. Oui, puis après ils sont. De l'Espagne, machin, le sud de la vallée du Rhône. Et puis tout le nord de l'Italie. Ouais, tout le nord de l'Italie. Les Lépontes leur ont dit en arrivant, allez voir ailleurs si on y est. Et ils sont où alors ces extraits de langue là C'est sur des pierres surtout. Et dans quel secteur? En Italie. En Italie, il y en a pas mal. Et quel coin? Du nord. Tout le nord en fait, jusqu'à Milan. Ligurie. Ouais. Toute cette partie-là, c'est assez riche. Ouais. D'accord, ok. Parce que les Étrusques, c'est les Étrusques qui vont apporter le système d'écriture en fait. On appelle l'alphabet latin, on devrait dire alphabet étrusque, d'abord, son noyau. Et c'est eux qui vont du coup influencer les populations qui sont autour, et c'est là qu'on va voir que les Celtes, c'est les premiers Celtes à écrire. Oui, mais je ne savais pas que les Ligures, ils avaient écrit aussi. Ça correspond plutôt c'est vers la Toscane. Oui, mais il y avait juste à côté des Lépontes, il y avait les Rètes, par exemple, qui étaient aussi des Étrusques. Et des Sénones, juste. Voilà. Donc ils ont une influence étrusque, effectivement, avec l'apport de l'alphabet dit romain, dit latin. Car rien de latin. Oui. Alors le gaulois étant une langue P, comment on peut interpréter le moi, l'ikvos, le moi ikvos? Mais c'est pas forcément des langues de type P pur aussi. C'est ça. Oui. C'est ça. Donc en fait. Les langues de type P généralement sont plus riches que les langues de type Q. Par exemple, vous prenez le gaélique, la lettre P, elle n'existe pas en vieux gaélique.
Vous prenez les premiers écrits, ça me fait toujours marrer, c'est que quand il y a marqué Patrick, il y a marqué Catrick, parce qu'il n'y a pas de P. C'est bien. C'est Catrick. Dans plusieurs pierres organiques, c'est Catrick qui a écrit. Il récite le quaternosteur. Ils n'ont pas la lettre P, donc la lettre P va arriver. Tandis que la lettre Q et Q, le que existe dans les langues de type P. Il y a plus de phonèmes en fait. Donc l'hypothèse de traduction de Écosse par cheval n'est pas stupide. Non, ça ressemble quand même. Mais par le mot gaulois Écosse qui veut dire équilibre, on n'est pas stupide non plus. Et Kuranda. En gaélique, c'est Ek, le cheval, ECH. R. C'est Kwan. Et Roux, c'est un des noms du Legda. Son prénom, c'est Cheval. Ils aiment bien les animaux comme prénom. Un cheval, un chien, un loup. Makou, Choulen, c'est le chien Kulen. Ils aiment bien les animaux. Ouais, son prénom c'est Cheval. Et Olathir, son nom de famille, père de toutes choses. C'est amusant. Ouais. Le méthode. T'as mis Epona alors que tu vois, tu peux mettre ton dieu préféré. Tu peux mettre ton dieu préféré. Non, mais c'est. Moi j'ai eu tendance à mettre la première partie, le Écosse, donc le fameux cheval, de l'appeler équitable. Donc moi je l'appelais l'équitable père de tous. Pour ça, pour moi, c'était je le compare avec le gaulois et le Écosse, pour moi, c'est comme ça veut dire équilibre aussi. Oui. Donc je pensais que le premier mot de son nom, c'était vraiment l'équitable père de tous. Donc du coup, cheval, c'est vrai que ça peut le faire aussi. Et c'est extraordinaire tout ça. Équité et équitation, ça serait sans penser. Ça, c'est sûr. Ce qui me permet d'avoir deux référents du coup. Avec le même mot, on peut avoir. Il n'est pas exclu que les deux sens aient été utilisés volontairement. C'est ça. Le texte original et à côté la rédaction. Je pense au mot de l'Écosse, vu que c'est le mot qui équilibrer l'année. On enlève des mots des jours quand il ne faut pas, on lui en rajoute quand il en faut. Donc c'est pour ça que le mot de l'Écosse, en disant le mot du cheval, je ne vois pas l'intérêt. Par contre, le mot qui est équilibre, je vois plus nécessaire. Oui, mais c'est une manière de changer. Le fait de se demander comment le U est resté dans Guérovard, je me pose des questions quand même. Pourquoi il est là, c'est vrai que. Sur quel manuscrit il allait chercher ses textes. Parce que s'il y en a plus, ou alors. Ça me fait plaisir à Père Marie. En fait, il a plutôt utilisé la traduction anglaise. C'est ce que tu as dit, il est assez tardif, il est en plein Empire romain encore, disons qu'il peut avoir été influencé par le latin. Parce qu'on est tout à fait très vite dans mon sens. Ça n'a pas de l'indépendance sur les autres quand même. Et je pense qu'on est quasiment souvent d'accord. Ça te ferait plaisir. McAllister, il disait que justement, Guillaume Var, en prenant les textes, des fois il se pose la question où il a été cherché, dans quel manuscrit il a été prendre ses textes. Qui Guillaume Var? Oui, enfin, Guillaume Var n'était pas exempt de ses effusions avec sa compagne théologienne. Je ne sais pas si ça a peuplé leurs relations intimes, mais enfin, toujours est-il qu'au niveau de la conception qu'il a du druidisme, ça l'a quand même marqué. Il dit une chose qu'on retrouve dans plusieurs textes, je le dis, c'est que les déesses, on est quasiment certain que c'est toutes des émanations de Danu. Ah. Des émanations de la déesse primordiale, Danu. Bien sûr, oui. Dans les textes, ça se voit. Quand on dit qu'il n'y a qu'une seule déesse, on arrive. Oui. Danu. Ça s'écrit comment Danu. D'accord. En fait, ce n'est qu'une hypothèse de prononciation parce qu'on ne connaît son nom qu'au génitif d'Anan. Ah ouais. Ah oui, pendant très longtemps, on l'a appelé Dana, sauf que Dana ne peut pas donner Dana de génitif. Donc on s'est gouré. On est sûr que c'est pas Dana, mais ça peut être ou Danan, tout simplement, ou Danu. C'est deux possibilités pour avoir un génitif comme ça. C'est super ça. Ah oui, c'est ça. Merci. Je me demandais d'où il tombait ce Danu. La Bona.
On s'est gouré sur pas mal de mots. Noada, c'est Noidou son vrai nom. Voilà, ils sont trompés sur les noms. Noidou. Et truc que j'ai jamais compris, quand on dit que Ogma et Ogmios, ça ne peut pas avoir la même origine, ça s'explique comment cette histoire? Ah oui. C'est exactement la même racine, voilà, vraiment purement. Ok. Alors c'est Ogma ou Ogmou? Oh, c'est Ogma. Ou Ogmé. Oui. Il y a les deux. C'est bon. Mais on doit peut-être pouvoir trouver sur un manuscrit Ogmou aussi, il ne faut pas. Ne pas désespérer avec les Irlandais qui font des fautes d'orthographe de partout. Non, mais c'est. Divonat, c'est Diabona. Mais on trouve même Anou en gaélique, parfois. D'ailleurs, il y a les fameuses mamelles d'Anou. Oui, Narikana. Ah ouais. Le D a disparu. Disparu. Ça veut dire que. Ok. Et Sainte-Anne, alors ça... Je pense pas qu'il y ait de rapport parce que dans aucun texte, c'est ça qui me frappe, dans aucun texte, la déesse primordiale n'apparaît. On ne connaît même pas son nom parce qu'on a son nom que par rapport à ses tribus. Mais c'est la déesse supérieure, mais jamais le personnage apparaît. Pourquoi tu dis ses tribus? Parce que Tuatha, ça veut dire les tribus. C'est pas la tribu d'Anna, c'est les tribus de la déesse d'Anou. Même chose pour Cybèle, pour le culte de Cybèle chez les Romains. Les déesses primordiales sont cachées. Voilà, donc même pas cachée, elle apparaît jamais. Comme personnage. Jamais. Donc elle n'avait pas de culte. C'est-à-dire que le culte qui était rendu, il devait être rendu à ses différentes formes. Voilà, c'est ça. C'était l'innommable quelque part. Et sinon, ce sont des cultes féminins la nommer, elle est au-dessus de tout. On pouvait que la briller par ses manifestations. Dans ses différents modes d'apparition. Voilà. C'est bien la définition. La Morrigan avait un culte, ça on sait. C'est sa principale manifestation. Enfin, c'est une de ses principales manifestations. Est-ce que les saints d'Anna, ça apparaît dans les Dinsenchas, je ne sais pas comment ça se prononce. Dinsens? Oui, voilà, parce que comme vous avez fait les oui, ça y est. Alors, et quelle explication il donne? Oui, je ne me rappelle plus, je sais pas. On pourra regarder, mais oui. Alors, quelquefois, les explications du Ginchen, ça vaut comme Isidore de Séville avec ses explications de mots. Hein. C'est bien capillotracté, quand même. Parce qu'il faut donner une définition du mot. Okay. Quelquefois, ils vont la chercher un peu loin, quand même. Mais c'est toujours amusant, parce que c'est toujours riche d'enseignements. Parce que derrière la définition qui est complètement baroque et complètement fausse, on a quelque chose de vrai. Voir l'interprétation du nom symbolique. Oui, ou Tara, Thermo, bon. Les dictionnaires n'ont jamais existé à cette époque. Ah non, pas. On pourrait faire un rêve. Alors si, il y a le plus ancien dictionnaire, mais il n'est pas fiable malheureusement, c'est le glossaire de Cormac. C'est le plus ancien dictionnaire de gaélique. Où Cormac tente de expliquer en gaélique médiéval des mots qui ont disparu, donc en gaélique, en vieux gaélique. Mais non. D'accord. Bon, il n'y a pas de dictionnaire. Il y a le glossaire, je ne l'ai pas traduit parce que ça n'a franchement aucun intérêt. En plus, il traduit en latin. En faisant des jeux de mots à la con. Donc, c'est pas un ouvrage qui a. Même s'il y a quelques explications intéressantes, mais j'extrais généralement les phrases dont j'ai besoin. Mais sinon, voilà, c'est pas. Mais ça reste un ouvrage important, effectivement. Mais je pense qu'il ne comprenait pas forcément tous les mots qu'il expliquait. Il avait déjà perdu le gaélique. Le gaélique va s'arrêter pour le 9e siècle. Il s'arrête assez rapidement, on passe rapidement en fait, vers le 8e siècle, on a vraiment l'évolution vers le gaélique médiéval. Donc, et il y a une simplification du gaélique à ce moment-là, entre guillemets, parce que je trouve qu'il est plus compliqué. Merci, oui, merci beaucoup pour la question.